Et bonsoir à tous, on est mardi 20h45, on va parler NBA là avec toute la team de The Free Agent et avec un super invité ce soir. Déjà bonsoir donc à Étienne et Tim, les membres habituels de la team. Bonsoir les gars. Salut, Salut, salut Chris, salut à salut tous. Tim, salut Fred. Et on a notre invité ce soir, du coup Fred Schwecker. Salut Fred. Salut à vous, bonsoir à tous. Fred Schwecker que vous retrouvez évidemment sur Beansport pour commenter les matchs donc de la NBA en ce moment, les playoffs. Tu es également peut-être sur d'autres trucs, non Fred? Ou que... Je garde toujours dans un coin de l'œil là, ce qui se passe du côté du baseball parce qu'à partir de début juin, je vais basculer en grande partie sur la MLB avec Benjamin. Donc je continue quand même de surveiller ce qui se passe, notamment du côté du Yankee Stadium, voir si tout se passe bien, si tout fonctionne au moment. Pour le moment, il n'y a pas être heureux. Pour le moment, oh, ouais, c'est un peu dur en ce moment face aux Rangers, mais bon, on va dire que pour l'instant, ça va. Bon, très bien. On va revenir, nous, sur le ballon orange, le basket ce soir, avec pas mal de choses à voir, évidemment. Tu avais une petite demi-heure, on va pouvoir discuter de plein de choses. On va parler des demi-finales de conférence, évidemment, qui se poursuivent tous les soirs, avec le rythme de 2 matchs par soirée. Mais juste avant, on va quand même revenir sur une petite brève. Alors, c'est pas encore officiel, si je ne m'abuse. Ça n'a pas encore été, la NBA n'a pas encore officialisé tout ça. Mais c'est un tweet du Vosges, de notre Adrien Wojnarowski international, qui nous a du coup annoncé le titre de MVP et le titre de MVP. C'est pour du coup Nikola Jokic, le joueur des Denver Nuggets, back-to-back pour lui. On va en discuter rapidement, les gars, voir un petit peu votre avis. On va commencer évidemment avec toi, Fred. Est-ce que déjà, première question, tu es surpris par cette nomination? Et est-ce que tu voyais peut-être un autre candidat masqué Franchement, j'ai envie de vous dire, les 3 finalistes méritaient amplement de soulever ce titre de MVP. Nikola Jokic, est-ce qu'il vole ce trophée? Non. Est-ce que Embiid ou Antetokounmpo ont mérité également ce trophée? Oui. Est-ce que c'est un vol? Non. Enfin, j'ai envie de vous dire, n'importe qui des 3 qui aurait eu celui qui avait eu ce trophée aurait largement mérité de l'avoir parce qu'Embiid fait une saison énorme et on le voit encore. Bon, là, c'est sur les playoffs, donc c'est différent, mais voilà, l'abnégation qu'il a eue pendant toute la saison avec un contexte très particulier sur toute la première partie de saison avec la présence ou non de Ben Simmons, l'arrivée ensuite d'Harden, l'adaptation à Harden, enfin. Et pendant toute la saison, lui, il est resté focus et il a fait ses matchs de dingue. Jokic, machine à stats incroyable et dans une équipe décomposée. Sans lui, je pense qu'il serait en train de regarder déjà la loterie pick de la semaine prochaine. On a un Giannis Antetokounmpo qui a banalisé tout simplement des gros stats, quoi. Donc, quels que soient ces 3 joueurs, les 3 méritent ce titre de MVP et bravo à Nikola Jokic pour ce back-to-back. C'est ça, parfait. On salue, tiens, juste avant de vous donner la main, les gars, on salue Fizil qui est là, qui nous salue. Bonsoir les MVP, merci Fizil, évidemment, membre régulier des lives The Free Agent. N'hésitez pas, hein, venez avec nous sur Twitch en direct pour pouvoir discuter avec nous, poser vos questions à Fred, évidemment, si vous en avez, c'est l'occasion ce soir. Tim, de ton côté, cette nomination de Nikola Jokic pour un deuxième titre de MVP, ton avis là-dessus? Ouais, je rejoins Fred sur quasiment tout, hein. Je suis extrêmement d'accord, surtout avec le côté sur Giannis où clairement, je pense qu'il a banalisé des stats absolument folles ces 3 dernières années. Je pense aussi que le contexte et le fait qu'il soit double MVP en titre ne joue pas en sa faveur, évidemment. On a déjà pu le voir dans d'autres MVP. Quand on l'a déjà été, forcément, l'histoire est un peu moins de notre côté. Donc, ça peut renforcer le dossier des autres. Et puis, je pense que Joel Embiid et Nikola Jokic le méritaient tout autant. Alors, on a eu pas mal de discussions déjà chez The Free Agent et je pense que les discussions sont tout à fait correctes. Nikola Jokic a été absolument incroyable. Pour moi, ce qui le fait passer un cran au-dessus de Joel Embiid, c'est le fait qu'il ait rendu des coéquipiers vraiment moins forts, des bons joueurs NBA en fait. Quand on regarde cette équipe de Denver qui est quand même privée de ses deuxième et troisième options en attaque, que sont Jamal Murray et Michael Porter Jr., on voit que Nikola Jokic a totalement porté cette équipe de Denver jusqu'à une qualification immédiate en playoff en 6e place, qui n'était pas du tout donnée au vu de la concurrence à l'Ouest cette année.
Donc non, je rejoins Fred, totalement d'accord. Les 3 candidats étaient légitimes et je pense que c'est de plus en plus dur de choisir un MVP en NBA au fur et à mesure que les années passent. Parce que chaque année, il y a vraiment des monstres qui sortent de nulle part là. Donc ouais, choix qui me convient et je pense choix dont on n'a pas forcément à redire pour ce MVP. Ok. Tiens, toi, Étienne, je te laisse la main maintenant. Même question, qu'est-ce que tu en penses? Je remets les stats, hein, la moyenne évidemment en saison régulière de Nikola Jokic là. Et la question qui va avec, si tu veux bien partir là-dessus, cette 6e place de Denver, parce que souvent on parle, voilà, le MVP doit être top 4 de chaque conférence. Alors on a vu l'exemple de Russell Westbrook qui avait eu le titre de MVP alors qu'il n'était pas dans le top 4, mais c'était une saison triple-double. Toi, Étienne, ce trophée-là pour Jokic, tu en penses quoi? C'est ce que j'avais dit aussi, je pensais. Mais ouais, comme ça vient d'être dit par Fred ou Tim, les 3 pouvaient aussi bien l'être, ça n'aurait pas été un scandale. Mais en fait, oui, après, moi, The Valuable Player, c'est aussi, il y a quand même une notion de ce qu'il apporte à son équipe sur l'ensemble, en fait. Et il n'y a pas que la performance individuelle, il y a l'esprit collectif. Et en fait, ce qui, pour moi, donne la victoire logique à Jokic, c'est que Denver sans Jokic est 14e ou 13e. Milwaukee sans Antetokounmpo est quand même 3e ou 4e. Et Philadelphie sans Embiid est quand même dans les 8 premiers, je pense. Donc, ou pas loin. Et dedans. Si, parce qu'avec Harden, je vois qu'il fait non. Moi, je suis sur la première partie de saison sans Embiid, avant l'arrivée d'Harden. Je suis vraiment pas. Quand on a un Tobias Harris qui est au fond du seau, heureusement qu'il a Tyrese Maxey à côté de lui qui explose totalement. Mais sur la première partie de saison sans Embiid, je suis pas sûr qu'on voit Philly dans le top 8. Je pense qu'on serait plutôt sur du peut-être 9-10, 10, mais pas plus haut que ça. Hein. Oui, après, oui, ça, on peut le débattre. Oui, Oui, bien sûr. Mais après, en fait, c'était pour expliquer en fait, que Jokic avait, lui, le plus gros impact sur son équipe dans l'ensemble des 3 candidats. Quoi. Mais je ne dis pas que les autres n'ont pas d'impact, parce que c'est ce qu'on m'a répondu quand j'ai dit ça. Mais parce qu'ils ont quand même un impact énorme sur leur équipe, c'est sûr. Mais c'est le plus gros impact. Je pense que c'est ce qui fait la différence en fait, dans les votes des journalistes qui ont voté pour lui, pour l'élire MVP. Pour moi, ça me paraît logique. Ça va être intéressant d'avoir, je ne sais pas quand est-ce que la NBA donne officiellement le résultat, mais de voir combien de premières places pour tel joueur, combien de deuxième place, parce que des fois ça peut se jouer à pas grand-chose. Donc on va voir évidemment ça. Mais voilà, moi je vous rejoins rapidement. C'est clair que en tout cas, oui, pour moi la bataille était plus à 2 quand même. Yanis, évidemment, les stats c'est incroyable, mais peut-être un cran un petit peu en dessous, mais parce que les 2 autres étaient vraiment à des niveaux stratosphériques. Parce que Yanis était mieux entouré durant toute la saison, avec Middleton, avec Jrue Holiday. Donc du coup, il fait des matchs de dingue et il est bien épaulé. Alors que le mot d'ordre pour Embiid et surtout pour Jokic, c'est en fait il a porté son équipe tout seul. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est pour ça que du coup Antetokounmpo est un peu le 3e logique dans ce trio-là, quoi. Ouais. Je mets les petits commentaires, après on passera à la suite, hein, les gars. De Fizil, je suis d'accord avec toi, Fred, ça tombe bien. On lui enlève Simmons, c'est Embiid, c'est pas anodin. Oui, en plus, alors, moi, ce qui a joué pour Joel Embiid, c'est qu'il a quand même été là, quasiment pas blessé de la saison, et il a quand même supporté cette équipe de Phila avec tout le drama qu'on a eu au début de saison autour de Ben Simmons. On oublie rapidement parce que la NBA va tellement vite. Mais quand même, au début, Philadelphie, avec le bras de fer entre le management et Ben Simmons, c'était vraiment particulier. Et Joel Embiid avait fait le boulot. On a Blandine. Salut Blandine, salut à tous. L'impact de Joel, même blessé en playoff. Non, c'est le boss ultime, quel mental. Après, voilà, il y aura des avis pour chacun. Et on a Der Kaiser qui te salue, Fred. Alors, je ne sais pas si tu vois, si tu connais peut-être personnellement ou pas. Mais, alors, je n'ai pas vu la photo, mais là, comme ça ne me parle pas. Mais c'est la photo de Joshua Kimmich. Oui, c'est ça. Ça peut me donner une idée alors, oui. Ça peut être une idée. Eh ben, on te salue. Donc voilà pour le petit retour sur ce trophée de MVP de saison régulière. Moi, je trouve ça toujours bizarre, juste comme ça, de donner les récompenses maintenant alors que la saison régulière est terminée en plein milieu des playoffs. Là, on est focus sur autre chose, mais après, ça c'est. J'ai envie de vous dire, je préfère que ce soit maintenant que quand ils le faisaient après les playoffs où ils faisaient leur grande cérémonie et que en fait tout le monde
ne s'en occupait plus parce que en fait, la saison était terminée, les playoffs étaient terminés. Et là, au moins, il y a toujours un peu un focus quand même sur les joueurs. Aussi à Monty Williams, hein, coach de l'année, Oui. qui vient également d'être décerné. Donc, la récompense pour tout le travail de Phoenix. Il n'y a pas eu de joueurs de Phoenix qui ont été récompensés dans les distinctions individuelles. Donc, bravo également à coach Monty Williams. C'est ça. Et juste comme ça c'était ce midi, je crois, le sujet dans NBA Extra sur Monty Williams, là. Super sujet. Ouais. Alors, je ne sais pas exactement qui l'a monté, mais voilà, il faudra féliciter la personne qui l'a fait. C'était un super sujet. On voyait bien c'est plus qu'un coach, c'est quelqu'un qui a vraiment connu une histoire compliquée, un drame familial et qui a réussi à se reconstruire par cette équipe de Phoenix. Et non, franchement, super. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote. On va revenir sur les demi-finales. On va revenir même plutôt sur les demi-finales de conférence là, NBA qui se déroulent et qui sont vraiment haletantes. Fred, est-ce que toi tu veux nous parler d'une série en particulier, sur laquelle tu veux qu'on enclenche? Rendez-moi du règle, allez-y. N'importe, les 4 elles sont tellement excitantes, on se régale, nous toutes les nuits sur Bein à les commenter, que ce soit à 1h du matin ou à 4h. Franchement, c'est régalade totale. Il y a des scénarios à chaque fois complètement fous, des remontées, des matchs où on a l'impression qu'une équipe est censée le prendre et qu'en fait, comme ça s'est passé là, cette nuit entre Milwaukee et Boston. Franchement, on annonçait le feu à Dallas et au final, il y a 2 partout. Pareil, on annonçait le feu à Philly avec un Embiid absent et au final Embiid il revient à moitié vivant et même en sortant il arrive à peser sur cette série. Enfin, non, franchement les 4 demi-finales c'est dingue. Bon, on n'a qu'à partir. Sans Ja Morant faire peur à Golden State, personne. Sans Ja Morant. Ah oui. Incroyable. Sans Ja Morant, cette saison, il était quand même à 20 victoires, 5 défaites. Hein. Oui, mais là, c'est les playoffs. Playoffs face à Golden State qui est armé de feu, qui a ce focus dans la tête de redevenir une grande équipe de l'Ouest, qui n'a pas dû forcément beaucoup apprécier non plus d'être 3e à Memphis, avec toutes les comparaisons, nouvelle génération, ancienne génération. Les Warriors, ils n'ont pas pris cette série par-dessus la jambe et Memphis est en train de faire une grosse série, même s'il y a 3-1 pour Golden State. Il y a des vrais talents en face, quoi. Les Desmond Bane, ça répond présent, Jaren Jackson Jr., même si Bane sur les derniers matchs était un peu plus dans le dur, mais Jaren Jackson Jr., malheureusement ils n'ont pas un Dillon Brooks au niveau, mais je vous dis, c'est les playoffs, là on est passé encore un cran au-dessus. Après, attention, Fred. Le match d'hier n'était pas beau du tout quand même, au niveau des pertes de balles, du dur en shoot. Le suspense était là, ok, d'accord, mais le reste du match... On veut plus faire du beau là. Là, les équipes, ils veulent plus faire du beau, ils veulent faire de l'efficace. Et vous regardez dans toutes les séries, regardez Milwaukee-Boston, ils font pas du beau, hein, mais qu'est-ce que c'est efficace. Alors Ford, c'est pas le joueur qui va faire du beau, hein, mais hier soir, il a sali un peu pas beau. Enfin voilà, les joueurs, ils sont plus en train de se dire on va faire des dribbles entre les jambes. Ça, c'est pour Kyrie Irving au premier tour. Là, maintenant, on est en demi-finale de conférence. On est passé un cran au-dessus. Hein. Ouais. Alors, on va essayer quand même de. Allez, on va faire rapide on va revenir sur le Warriors, la Grizzlies. On t'a pas entendu, Tim, toi, sur cette série. Les Warriors qui mettent maintenant 3-1. Il y avait eu un blowout au match d'avant. Là, les Warriors dans un match hold-up quand même à la maison. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Toi, Tim, pour toi, voilà, les Warriors ont fait le break. Est-ce que tu les vois aller maintenant? C'est tout droit pour eux. Là, ils ont quand même 3 balles de match. Quand on connaît leur expérience dans les grands moments comme les playoffs, surtout face à une équipe de Memphis qui n'a pas cette expérience du tout. C'est vrai que c'est très très dur de voir Memphis remonter un déficit quand même. Je pense qu'ils peuvent encore en prendre un, mais aller en gagner 3 de suite, ça va quand même être compliqué. Et je rejoins ce qu'a dit Fred. C'est vrai que j'ai pu écrire dessus sur The Free Agent aujourd'hui. L'adresse était catastrophique dans le match de cette nuit. Les deux équipes font, il me semble, 18 sur 72 à 3 points en cumulé. Donc, en termes d'adresse, c'est vraiment une catastrophe. Et au final, c'est Golden State qui s'en sort dans le dernier quart et qui remonte de 10 points dans une série où, en fait, Memphis pourrait très bien être à 2-2 ou Memphis pourrait mener 3-1. Le match 1, on s'en souvient, Ja Morant a la balle de match.
C'est un lay-up qu'il a déjà mis en saison régulière, un système qui est fait pour lui. Le lay-up rebondit sur le cercle. Là, cette nuit, on a Dillon Brooks qui, dans le 4e quart-temps, est absolument. Je pense que la fanbase des Grizzlies a dû avoir vraiment les boules contre Dillon Brooks cette nuit. Et c'est vrai que c'est une série qui est hyper serrée, alors qu'on s'y attendait peut-être pas forcément. Mais je pense quand même que les Warriors ont un gros avantage là, avec l'expérience, avec les matchs qu'ils ont réussi à gagner, même en étant mauvais. Je pense que là, Golden State a vraiment fait le plus dur. Tiens, moi, Fred, j'aimerais bien avoir ton avis sur un point sur cette série-là pendant les premiers matchs. Alors, le dernier, il n'y a pas eu, je crois, mais il y a entre la faute de Draymond Green, tu sais, qui attrape le maillot, la blessure de Gary Payton, il y a eu plein de. On a parlé de cette série comme étant un peu dirty, un peu sale. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te dis, ouais, c'était des gestes limites ou on est en playoff et voilà, on y va en castagne? Moi, je pense que les Warriors, ils sont en train de dire aux Grizzlies, bienvenue en demi-finale de conférence, justement. Puis il y a cette année dernière où Memphis avait sorti Golden State en play-in, donc ça doit rester également dans les coins des têtes aussi. Moi, j'ai envie, franchement, sur toutes les séries, tous les matchs que j'ai eu l'occasion de faire là sur beIN pendant les playoffs, dans tous les matchs, il y a des coups, il y a des contacts, il y a beaucoup de contacts qui ne sont pas sifflés. Et j'ai envie de vous dire, allez-y, enfin, jouez. Tant que c'est pas sifflé, jouez, adaptez-vous à l'arbitrage. Et bon, après, il y a beaucoup aussi qui sont très, 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 très limites. Certaines qui ne sont pas sifflées. Ouais, adaptez-vous à l'arbitrage. C'est l'arbitrage playoff et c'est là maintenant que les grands doivent sortir, quoi. Donc, oui, il y a des mauvais gestes un peu partout, sur tous les terrains, pas que dans cette série. Il y a des mauvais gestes. Maintenant, voilà, ça reste un contexte de play-off et j'ai envie de vous dire, si c'était trop policé, on dirait ouais, bah en fait, on s'ennuie, le jeu est trop haché ou bah, en fait, les équipes elles se donnent pas à fond alors que c'est les play-offs, quoi. Ouais, complètement. Toi, Étienne, qu'est-ce que là-dessus, sur ce point-là? Oui, non, mais 100% d'accord. Ouais, après, ouais, c'est normal, il y a ce niveau-là. D'intensité, cette chose-là. Les Grizzlies ont fait toute l'année, c'est peut-être aussi ça qui leur manque contre Golden State, c'est-à-dire qu'eux étaient presque déjà à 100-105% toute l'année, et les Warriors étaient quand même qu'à 90%, et ils arrivent à élever leur niveau en playoffs, parce que les Grizzlies sont un peu plus près de leur plafond quand même. C'est une équipe qui va progresser, qui sera encore meilleure dans les années à venir, mais qui a besoin d'apprendre sur ces matchs-là. C'est vrai que, comme disait Tim, perdre 2 fois dans les dernières secondes, ça montre il n'y a pas que de la malchance aussi, il y a aussi un manque d'expérience, de savoir gérer ces moments-là, ces dernières minutes que Golden State a au-dessus, et tu as l'impression, j'en avais commenté en direct, nous aussi, vite sur Twitch, le premier match, on avait 5 minutes avant la fin du match, on disait c'était serré, ouais, puis à la fin, c'est Curry ou Thompson qui vont faire la différence, et puis il y aura un point d'avance pour Golden State. On avait l'impression de voir le scénario avant, quoi, presque. Alors que... Oui. Et puis il y a des joueurs qui ont besoin de ces moments-là. Enfin, j'aime dire, Draymond Green, il l'a dit lui-même, hein. Il y a des joueurs qui sont faits pour ces moments-là. Il y a des joueurs de saison régulière, et des joueurs de play-off. Lui, c'est un vrai joueur de play-off. Et un joueur de play-off, c'est justement celui qui ne va pas avoir peur de faire cette énorme faute, de passer parfois la ligne rouge, comme il a pu le faire, comme les Dillon Brooks ont pu le faire également. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'être dans une intensité plus pour être au maximum de leur. Dillon Brooks, le problème, c'est que, comme tu le disais, Etienne, en saison régulière, il est déjà comme ça, tout le temps. Donc, il y a un moment où il ne peut plus aller plus haut. Alors que Draymond Green, c'est un joueur qui a l'expérience, à gérer sa saison et qui, là, maintenant, est en train d'exploser un peu plus dans ses playoffs. Ouais. Je remets le petit message de Nicolas. Là, vive le dirty basket des années 90. Alors, Détroit, malheureusement pour toi, n'est pas en playoff cette année. Donc, c'est un fan de Fila. Ah, de Fila, ok, autant pour moi. Philly, il y a quelques années également, ça y allait sévère aussi. Hein, quand vous aviez les Willie Green, les Eric Snow, les Mutombo, ça envoyait des petits coups de coude aussi. Hein. Iverson. Lui, il était plus dans l'artiste, c'était l'artiste, lui. Mais autour de lui, il y avait les Aaron McKee, tous les soldats, là, les Rajabel, qui étaient là pour justement protéger Iverson. Voilà, Tim et moi, vous nous avez perdus. Hein. C'est les anciens qui parlent à droite et à gauche. Je sais que Tim est bon. Non, Tim, sur l'histoire de la NBA, il n'est pas mauvais. Donc je sais que... Je connais pas tout quand même, mais les Sixers, je connais un petit peu. Donc ça va. Les Sixers, allez, magnifique. On n'a qu'à en parler. Philadelphie, Miami, là, 2 partout dans la série, pareil. Tim, tu avais la main, on garde là. Cette série, ton point de vue?
Deux premiers matchs bien maîtrisés par Miami avec Philly, donc sans Embiid. Deux premiers matchs où Philly était dans le match jusqu'à la mi-temps et où Miami avait bien verrouillé dans les deuxièmes mi-temps. Donc c'était vraiment assez impressionnant à voir défensivement Miami. On le sait, hein, ils ont vraiment une culture de la dureté et de la défense qui est vraiment impressionnante avec ce groupe. Mais par contre, même si on sait qu'ils ont la culture de la défense, en termes de shoot, moi j'étais déjà un petit peu inquiet avant les playoffs pour cette équipe de Miami. Ça se confirme avec Duncan Robinson qui est plus du tout utilisé par Eric Spoelstra. On se rend compte, et on s'en est notamment rendu compte sur le Game 4, que Miami, en termes de shoot, il y a quand même très peu de talent au shoot, à part Jimmy Butler, bien évidemment, il peut en rentrer. Tyler Hero, on sait que quand Tyler Hero ne met pas dedans, c'est assez compliqué pour l'attaque de Miami de trouver des solutions. Et Philadelphie, depuis le retour d'Embiid, a totalement renaît totalement. Je pense que le duo Embiid-Harden est très complémentaire, surtout pour trouver des autres joueurs. Parce que c'est vrai que quand Harden est tout seul et qu'il n'y a pas le point d'ancrage Embiid, et si la défense est un petit peu trop sur lui, il n'y a personne d'autre qui attire les défenses. Il y a Tyrese Maxey un petit peu, mais avec Joel Embiid, on sent qu'il a plus de place, lui, pour faire le playmaking. Et inversement, Joel Embiid a plus de place, lui, pour trouver des joueurs ou pour même se créer ses propres occasions. Donc, moi, comme on en a parlé avec Étienne avant, je ne serais pas si rassuré que ça du côté de la fanbase de Miami parce que ce soir, c'est un match décisif. On sait que les équipes qui mènent 3-2 dans les séries de playoffs, souvent, elles vont au bout. Donc, je pense que Miami reste le favori légitime de la série. Mais au vu de ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs, je ne serais pas du tout surpris que Philly prenne ce Game 5, surtout si Embiid continue à être impactant. Et si Harden joue comme en 2018, là, ça va être compliqué Ça pour peut Miami. paraître, Ça va être paraître compliqué. compliqué. Toi, Fred, de ton point de vue sur cette série-là, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Philly est là où il voulait être. C'est-à-dire, ils perdent les deux premiers matchs à Miami sans Embiid. Il n'y a pas de voir. Le retour d'Embiid fait basculer parce que quand vous avez on parlait tout à l'heure des MVP, quand vous avez un meneur d'hommes comme ça qui arrive sur il pourrait dire Embiid, c'est bon, j'ai le pouce en vrac, j'ai le visage à moitié déchiqueté, je vais m'asseoir et je vais regarder. Non, le gars, il est sur le terrain et il continue de jouer et il impacte sur la série, il impacte sur ses coéquipiers et on est obligé de le respecter, Embiid. Et ça, c'est l'une des grosses difficultés qu'a Miami, c'est à la fois de contenir un Embiid, même s'il est à 60-70%, ils sont obligés d'essayer de le contenir. Et Embiid, vu qu'il a clairement progressé dans son jeu de passe cette année, il arrive à trouver des joueurs qui arrivent à nouveau à se sublimer, des Tobias Harris par exemple, qui arrivent à ressortir un peu la tête de l'eau. Et un Georges Niang qui avait un peu disparu, tiens, bizarrement, du coup, hop, il repointe le bout de son nez aussi. Tyrese Maxey, quand il a les deux joueurs à côté de lui, ça lui crée des espaces monstres. Et ça, il le fait parfaitement attaquer les intervalles. Quand il fait à 3 points et 3 points, il est également parfaitement capable de le faire. Ouais, pareil, je ne serais pas surpris que Philly aille chercher ce match 5 parce que je trouve qu'ils ont le momentum maintenant dans cette opposition. Et c'est là où justement on va voir le travail d'Eric Spoelstra. Comment est-ce qu'il va réussir à s'adapter et à faire en sorte que Miami, le fait de jouer à domicile, pèse dans cette série. Ouais. Vas-y, Étienne, je te vois hocher de la tête. Là, clairement, j'allais y venir. Moi, c'était l'argument, c'est que OK, ils se sont remis. Embiid, il y a des meilleures choses à Phila depuis 2 matchs. C'était aussi parce que c'était à domicile. J'attends de voir ce que ça va donner à Miami, dans une ambiance différente, avec moins de repères dans la salle. C'est quand même différent, surtout pour des shooters comme ça, ce qu'on attend du Sporting Cast de Embiid, c'est du shoot extérieur, donc c'est des repères, c'est l'ambiance. Laurie, ça monte quand même beaucoup, comme difficile côté Miami, parce que comme ça. Et j'ai même pas compris pourquoi Spoelstra n'a pas essayé Robinson. D'ailleurs, un autre problème, parce que au bout d'un moment, quand personne en mettait un shoot, il pouvait au moins tenter un petit peu plus Robinson. Je pense que c'est en défense que ça pose un vrai problème, Duncan Robinson, parce que en face, il y a quand même de gros joueurs athlétiques. Et lui, en 1 contre 1, il va se faire manger à chaque fois. Et vous ne pouvez pas mettre Duncan Robinson et Tyler Hero ensemble sur le parquet. Parce que même si Tyler Hero a progressé en défense, les deux en 1 contre 1 peuvent se faire passer à chaque fois. Donc il peut pas. Je pense que c'est cette option-là qu'a pris Eric Spoelstra, c'est d'utiliser des Gabe Vincent par exemple,
plus athlétiques et qui peuvent apporter, quand ils sont dans un bon soir, des shoots à 3 points. Un Max Truss, par exemple, capable également, un peu plus athlétique, un peu plus défenseur que Duncan Robinson, est également capable de shooter de loin. Je pense qu'il préfère ces options-là plutôt que Duncan Robinson, qui, oui, peut apporter de l'adresse extérieure, mais de l'autre côté du terrain risque de prendre l'eau. Et s'il est en isolation, si Philly le met en isolation, met un Harden par exemple en isolation sur Duncan Robinson, ça mange à chaque fois. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Après la stat sur Duncan Robinson, pour rebondir sur ce que dit Étienne, je crois que c'est 55 secondes qu'il a joué lors d'un des matchs à Miami. Il était à plus de 25 minutes, je crois, sur la saison régulière. Donc, bon, après, voilà, comme l'a dit Fred, c'est des choix de coaching, évidemment, mais peut-être que sur certaines séquences, quand on voit quand même que sur les 2 derniers matchs que Miami a perdu, ils ont une adresse catastrophique. Ils sont à 14 sur 65. Ils ont quand même réussi à faire pire lors du match 4 que lors du match 3, qui était déjà catastrophique. Donc, peut-être quand même sur certaines séquences, ils pourraient apporter. Après, c'est comme tout. Est-ce que vous voulez marquer plus de points que l'adversaire ou est-ce que vous voulez limiter l'impact offensif de l'adversaire? Tu veux pas faire 20% non plus tous les matchs à 3 points, tu vois. C'est ça. Peut-être que ce soir, il va remettre un Duncan Robinson à 20 minutes, ou il va essayer de le réactiver. Peut-être qu'il ne durera pas longtemps, mais peut-être qu'il va essayer de le réactiver un peu plus tôt dans le match. Ouais, peut-être. Bon, on va enchaîner sur la série que tu vas commenter cette nuit, Fred, je crois, c'est ça, avec Eric à 4h, le Dallas Phoenix. Je ne dis pas de bêtises. Avant que tu nous quittes, cette série de partout. Dallas qui a pris les 2 matchs à la maison, retour à Phoenix. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses cette série là? Tu voyais Phoenix rouler tout droit ou t'es pas surpris de la performance des Texans? Je suis agréablement surpris de l'adaptation de Jason Kidd dans cette série. Parce qu'on a beaucoup vanté son travail défensif durant toute la saison, notamment sur la deuxième partie de saison. Dallas fait son run là. Sur le premier tour, déjà face à Utah, défensivement, c'était pas mal. Et franchement, là, sur les 2 victoires face à Phoenix, je sais pas, il y a un monsieur derrière moi qui fait ses tests moto, là, j'espère que ça vous gêne pas trop. Sur les 2 victoires face à Phoenix, mais Booker est éteint, Chris Paul est éteint, n'a absolument pas le rayonnement qu'il a habituellement. Là, sur le dernier match, il fait plus de fautes que de passes décisives. Les nombres de pertes de balles s'accumulent pour un joueur qui habituellement en perd très peu en moyenne. Donc, c'était un gros travail de Dorian Finney-Smith et de Reggie Bullock. Reggie Bullock, on le voit défendre sur Chris Paul. On a l'impression qu'il a de nouveau ses jambes de 20 et que l'année dernière encore, il faisait ça avec New York et là, il est en train de le confirmer encore. On l'avait presque oublié qu'il était capable de faire ça cette année. Il s'était vraiment rangé dans ce rôle de tireur à 3 points. Là, en défense, il fait un job incroyable. Et du coup, ça tire tout le monde vers le haut et ça tire même des joueurs comme Doncic vers le haut parce que lui aussi, du coup, il se dit moi aussi, il faut quand même que je travaille en défense. Donc, c'est un vrai travail collectif et là-dessus, Jason Kidd, impeccable, a réussi à faire passer ce message-là que ça commencera par la défense si Dallas veut gagner et pas par l'arrosage à 3 points. Ouais, Étienne, tiens, là-dessus, toi, sur cette série, c'est vrai qu'il y a des 3 ajustements du côté de Jason Kidd qui payent. Avant la série, on avait fait la preview ensemble, je crois que c'était avec Tim, et la clé, pour moi, c'était clair et net. Alors, effectivement, Phoenix est un poil supérieur à tous les postes et très supérieur dans la raquette. La clé, c'était Ayton. Il fallait qu'il soit régulier, il fallait qu'il les bouffe tout le temps. Et là, ça fait 2 matchs qu'il n'arrive plus à bouffer dans la raquette. Et c'est ce qui fait pas l'avantage à Phoenix, quoi. Moi, je trouve qu'il oublie de jouer avec Ayton, en fait. Il avait parfaitement fait sur le premier match. Sur le premier match, il servait Ayton à l'intérieur. Bam, ça pilonnait dans la raquette. Et c'était indestructible. Je crois que sur le premier match, vers la fin du 3e quart-temps, c'est lui qui avait pris le plus de shoots, devant un Devin Booker, par exemple. Et je trouve que sur les matchs d'après, ils ont oublié justement ce point d'ancrage d'Andre Ayton qui marche sur Dwight Powell, clairement. Et maintenant, Dwight Powell arrive même sur certaines séquences à être impactant, alors que lui était complètement passé au travers des 2 premiers matchs, et à être impactant sur cette série. Donc, je trouve qu'ils oublient un peu Ayton. On va voir si sur ce match 5, à un moment, Monty Williams, il ne va pas leur dire commencez déjà par installer du jeu intérieur avant de vouloir dégainer à tout près à 3 points. Ouais. Avant de te donner la main, Tim, je vois l'heure défiler. Fred ? Un peu de temps si vous voulez.
Allez, magnifique. Encore quelques Encore, minutes. 15 minutes si vous voulez. Oh, magnifique. Bon, on va pouvoir comme ça Super. faire les 4 Merci. séries. C'est super. Merci, Fred. Tim, du coup, allez à toi, cette série, là, Dallas Phoenix. Ton opinion, tout ça. Pour rebondir sur ce qu'ont dit Étienne et Fred, je pense que DeAndre Ayton est moins servi parce que Chris Paul est moins dans ses matchs. Je pense que c'est clairement le joueur, avec Luka évidemment, le plus intelligent de cette série. Il est capable de repérer les mismatchs, on le sait. C'est un très bon passeur, il fait très peu de pertes de balles. Et je pense qu'il est tellement passé au travers sur les 2 derniers matchs. Alors le match 3, c'était, il me semble, les ballons perdus qui étaient vraiment catastrophiques. Calvaire. C'est un calvaire sur le Et, match 3. C'est un calvaire pour lui. et assez, c'est une interrogation en fait de le voir perdre ces ballons-là qui sont des ballons bêtes en fait, que Chris Paul ne perd pas forcément en saison régulière et même d'habitude. Et là, dans le match 4, alors je ne donnerai pas mon avis sur certaines fautes qui ont été sifflées ou non, mais il n'empêche que Chris Paul s'est fait fold out après seulement 23 minutes passées sur le parquet. C'est pas possible en fait. Chris Paul ne peut pas jouer 23 minutes un match contre Dallas qui est hyper important pour la série. C'est clairement le métronome des Suns et on voit bien que quand il n'est pas là, c'est tout de suite pas la même équipe. Et moi, pour le coup, j'avais trouvé Booker vraiment très bon au match 4. Il me semble qu'il finit à 35 points et que c'est un peu le seul, entre guillemets, qui fait le boulot en attaque pour les Suns. Et moi, surtout, ce sur quoi je m'interroge, c'est Luka qui a vraiment une adresse plus que mauvaise là sur le Game 4 et Dallas s'en sort quand même. Donc, Ouais, mais la différence, elle s'est faite sur le match 3. La différence, elle s'est faite sur le match 3 quand, dès le début du match 3, il a arrêté de croquer tous les premiers ballons de match et qu'il a commencé à servir du Jalen Brunson. Le match 3, les 3-4 premiers shoots, c'est Jalen Brunson qui les prend. Et à partir du moment où vous avez une autre option autour de Doncic, prendre les responsabilités, vous avez un Dorian Finney-Smith qui est dans le match, que vous avez un... Non, il continue son test, hein, d'accord. Que vous avez un Dorian Finney-Smith qui est dans le match, un Reggie Bullock qui prend également ses shoots, que vous avez des joueurs comme ça qui arrivent à impacter, même Dwight Powell, même si c'est sur 1 ou 2 ballons lobés, boum, il met dedans. Tout de suite, quand vous avez ces joueurs-là autour, et ben après, même si Doncic est un cran en dessous, ces joueurs-là disent OK, il n'est pas là, mais nous maintenant on est dedans, nous maintenant on est dans la série et on peut être capable de relever le défi. Oui, parce que de toute façon, les 2 premiers matchs, nous, on en avait parlé dans les différentes émissions qu'on fait, Overview en particulier. Luka faisait des Luka Games avec des performances incroyables, mais ça ne gagnait pas parce que, comme tu l'as dit, derrière, il n'y avait rien. Donc, peut-être que Phoenix avait pris le parti de vas-y, plante-en-nous 40, 45, fais ce que tu veux. Et si derrière toi, ça ne met pas à 3 points tous les joueurs qu'on a cités, de toute façon, sur la durée, on gagnera. Là, on l'a bien vu dans le dernier match. Il a une meilleure répartition autour de lui. Tu as parlé de Finney-Smith, je crois qu'il fait son record en playoff, non, 24 points, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, gros match pour lui. Brunson 18. On a des Dinwiddie qui avaient disparu en début de série. Spencer Dinwiddie, on ne sait pas où il était. Davis Bertans, ils sont à 10, 11 points. C'est des apports intéressants pour Dallas. Et du coup, c'est plus compliqué pour Phoenix. Alors, Fred est peut-être parti discuter avec le mec qui fait des tests moto pour lui dire qu'il est en live avec nous et qu'il y a des priorités. Ah non, t'es avec nous, c'est bon, t'es avec nous. Petit message de Fizil, tiens les gars, si vous voulez rebondir dessus, on a l'impression que quand Phoenix ne sont pas dominants, ils perdent leur structure. Je sais pas les gars, peut-être un truc là-dessus. Je suis pas d'accord. Pas à ce point-là, non, pas à ce point-là, je pense pas non plus. Ouais. Parce que c'est une équipe qui à chaque fois dégage une sérénité monstre, même si là, sur les deux derniers matchs surtout, ça a été un peu plus compliqué. C'est quand même une équipe qui reste dans ses principes, qui reste dans son jeu, et sur quoi elle peut s'appuyer et sur quoi elle peut progresser. Voilà, donc c'est... D'accord, en fait, ils se rapprochent de plus en plus à leur test, apparemment. Bon, bref. C'est une équipe qui sait sur quoi elle est capable de presser. Et même s'ils perdent 2 matchs de suite, je pense que ça ne fait pas peur à Chris Paul ou à Monty Williams ou à qui que ce soit. Ils savent que sur le match 5, il y avait 40 à Dallas. Donc, non, je ne les sens absolument pas ni en train de perdre leur jeu, ni en train de perdre leur structure mentale. Un autre petit message de Nicolas là, qui nous dit qu'il faut que Phoenix fasse comme Dallas avec Chris Paul, c'est-à-dire le faire sortir du match. Il y a eu des images, c'était le match d'avant là où Doncic était sorti avec ses fameux gestes là, les arbitres. C'est vrai que l'attitude de Luka, alors c'est un joueur incroyable, mais il a une attitude quand même qui est à la limite du supportable. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut pas être une option de le faire un peu vriller ce mec-là là?
C'est les comportements des Slovènes et les Slaves, un peu, ils ont tous ce comportement un peu de feu, ils ont connu ça dans leur jeunesse, dans des ambiances de folie, dans leur salle là-bas, ils connaissent un peu ça, ils sont un peu dedans. Jokic, tu le vois, il sort vite de ses matchs, il prend souvent des expulsions aussi. C'est ces comportements-là, c'est des génies. Après, c'est des génies et moi, je l'excuse presque de ça. Et puis, il est dans son match. Tant qu'il ne va pas jusqu'à agresser un joueur, c'est pas gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas. Après, il ne faut pas que ça desserve Luka Doncic. Oui, effectivement, il a besoin de. Comme on parlait tout à l'heure de le cas de Draymond Green, ces joueurs qui sont là pour les playoffs, pour passer un cran au-dessus avec plus d'intensité, pas d'agressivité, mais dans le bon sens du terme en tout cas. Mais maintenant, moi, c'est ce que j'ai eu comme sentiment sur les premiers matchs de la série, c'est que Doncic perdait un peu le respect des arbitres à force de leur parler, à force de demander des choses. En gros, on a l'impression que les arbitres lui disaient tu demandes, tant que tu demanderas, tu n'auras pas. C'est un peu comme un enfant, en fait. À force de demander du chocolat, tu n'auras pas de chocolat. Doncic, j'ai l'impression que c'était un peu ça, et que plus il allait réclamer auprès des arbitres, moins il allait avoir de coups de sifflet. Donc, il ne faut pas non plus que ça le desserve, parce qu'il a le respect du nom. Il fait partie de ces joueurs qui auront le respect des coups de sifflet des arbitres. Maintenant, il ne faut pas que ça soit contre-productif, la pression qu'il met sur le corps arbitral à chaque fois. Je suis pas inquiet avec Kidd derrière que ça permette de lui régler les choses. Il vaut mieux avoir Kidd comme entraîneur derrière quand c'est dans ces cas-là, de toute manière. Oui, mais là, on est en demi-finale. Autant sur la saison régulière, j'aurais dit la même chose, Kidd, il va le recadrer, etc. Autant là, sur une série de 7 matchs, ça passe très vite et on ne peut pas trop se permettre de sortir du chemin. Mais je pense que des Kidd, des Mark Cuban, ils ont dû lui dire aussi ok, calmos, Mozart, on a besoin de toi. Voilà. Ouais. Bon, on va voir la suite. Du coup, match 5, c'est cette nuit. Oui, c'est ça, oui, 4 heures. Tu seras en commentaire avec. C'est 1h du matin celui-là. Ah oui, C'est 4 heures, c'est le prochain. Ouais, c'est ça, pardon, autant pour moi. Du coup, on va terminer rapidement rapidement ou pas, mais sur la dernière série, peut-être celle qui est qui donne le plus de hype. Après, voilà, selon beaucoup, en tout cas, ce Milwaukee-Boston de partout, c'est pour moi, c'est la seule série où il y a une victoire d'un côté, une victoire de l'autre, une victoire d'un côté, une victoire de l'autre. Pareil, les gars, votre ressenti sur cette série, c'est vraiment déjà impronosticable, honnêtement. L'avantage du terrain, il n'y en a pas. Voilà, vas-y Fred, ton avis toi sur cette série là, ce duel de mastodontes. C'est le duel auquel on s'attendait dans un match, dans une série de l'Est, c'est-à-dire que c'est verrouillé dans tous les sens. Il y a des joueurs qui font des stats. Quand on voit Tatum à 30 points, Jaylen Brown 30 points, bon, Antetokounmpo bien sûr, mais quand on voit ces joueurs-là faire leurs stats, on se dit ok, ils font leur match, mais tous les paniers qu'ils mettent, ils sont obligés d'aller les chercher au fond de leur trip, au fond de leur envie, de leur hargne. Je crois que c'était à la fin du match 3, je crois, où on voyait un Antetokounmpo qui avait le capot qui fumait possible. Il était obligé de prendre un temps mort à la fin de Mike Budenholzer parce qu'il était bouche grande ouverte, le grec, parce qu'il n'en pouvait plus. Et pourtant, il continue à marcher sur ses défenseurs. La clé de ce match, ce sont les joueurs autour. Hein. C'est des Grayson Allen, c'est des Wes Matthews en défense. Là, on a vu Al Horford en défense et en attaque face à Giannis Antetokounmpo. Donc, ce sont tous les joueurs autour de ces grosses stars-là. Jrue Holiday sur le match 3, capable de prendre les choses en main aussi. Ce sont les lieutenants autour qui vont faire basculer cette série, clairement. Ouais, alors, ça fait quand même 8 matchs qu'il se fait. Il en a fait 4 sur Durant et maintenant 4 sur Antetokounmpo. Il n'est pas fatigué, l'ancien. 36, 37 ans, ça va. Il a encore des jambes, il a encore des gambettes. Hein. Tiens, toi, Tim sur cette série-là, un petit peu ton ressenti, tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors, Ford, gros respect pour ce qu'il est en train de faire sur ses playoffs. On sait que c'est un joueur ultra complet et un peu, à mon sens, un peu sous-coté. Parfois, on l'oublie un peu dans certaines discussions des joueurs hyper polyvalents et un peu qui font le travail de l'ombre. Mais en fait, alors Ford, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire sur un terrain On l'a vu en défense sur Giannis, qui est peut-être un des joueurs les plus indéfendables de la ligue. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr. On le voit capable de sanctionner à 3 points, mettre des N1 au physique dans la raquette. Il a une bonne vision de jeu, il peut prendre des rebonds. Enfin voilà, donc c'est vraiment un super apport pour Boston qui, je pense, ne regrette pas d'avoir tradé Kemba Walker pour l'avoir. C'est même sûr d'ailleurs. Et puis,
Moi, ce que je retiens surtout du match 4, c'est j'ai ressenti qu'en fin de match, Giannis était vraiment épuisé physiquement. Alors, je ne sais pas Ouais, si c'est ouais. quelque chose que je suis le seul à ressentir, mais c'est une des rares fois où je l'ai vraiment senti être pénalisé dans son jeu par la fatigue. C'est-à-dire que ses choix de shoot, sa défense, ses remontées de balles, etc., ses écrans étaient un petit peu un petit peu plus prévisibles que d'habitude ou un petit peu moins réfléchis. Et clairement, Boston en a profité. Et ça, c'est notamment dû à l'excellent travail d'Alorford. Donc, je pense que là, du côté de Milwaukee, on surveille quand même de près l'état de la blessure de Chris Middleton, qui ferait pas de mal, je pense. Un retour de Chris Middleton ferait pas de mal. Et comme l'a dit Fred, là, on a parlé de Jrue Holiday qui avait fait un bon match 3 hier. Au début de match, c'est pas mal. Et puis, il finit à 5 sur 22 au tir. Et clairement, Giannis était trop seul. Donc, Ils ont encore plus 10 en début de quatrième quand même, les Bucks. Hein. ouais, mais c'est pas grâce à Jrue Holiday. Hein. Ils sont là c'est quand vrai, même. ouais. C'est vrai. Ah, mais de toute façon, cette série, elle est tellement intense. Ça va se jouer sur une perte de balle, ça va se jouer sur un petit run à 6. Mais c'est même pas un run à 12-0, ça va être un run à 6-0. On va se dire, ah bah ça y est, le break il est fait. Voilà, ça va vraiment se jouer sur des petites choses. Et encore une fois, c'est là où tu parlais d'Antetokounmpo qui commence à avoir le capot qui fume sur les fins de match. C'est là où justement des joueurs comme Bobby Portis, comme Brook Lopez, comme Matthews, comme Allen doivent être, Pat Connaughton doivent être capables justement de prendre ces shoots-là, de le soulager. Jrue Holiday aussi, mais Jrue Holiday, on sait qu'à un moment ou à un autre, il est capable de le faire quasiment tout le temps en fait. Mais ces joueurs-là doivent être capables justement de venir en soutien de Giannis Antetokounmpo. Et peut-être d'ailleurs que l'une des décisions également d'Ime Udoka et de Boston, c'est un peu comme celle, peut-être on en parlait tout à l'heure par rapport à Luka Doncic, c'est-à-dire de se dire on essaye de l'épuiser au maximum avec Al Horford, Antetokounmpo. Maintenant, s'il en marque 40, il en marque 40. L'essentiel, c'est d'éviter justement qu'un Jrue Holiday il en plante 30 et qu'un Brook Lopez il en plante 25. Voilà, c'est peut-être également la technique qu'a mis en place Boston. Ouais, Étienne, vas-y là-dessus. Rien à rajouter, j'allais confirmer, confirmer exactement ça. Bon, nickel. Fred, on te. Ouais, là, j'ai pas tardé à devoir me mettre le ballon dans les mains, moi aussi. Très bien. Non, en tout cas, il y a eu pas mal de messages sur le chat pour te remercier d'être venu. Nous, on te remercie chaleureusement d'avoir. De Grand l'invitation. merci. Un grand Merci merci. beaucoup. Merci. Moi, je voulais juste aussi, tu feras le passer le message ou pas, mais voilà, saluer le travail de toute la team NBA Extra. Franchement, ça fait des années. Moi, je vous suis depuis un bail. Vous faites un vrai boulot pour la NBA, pour que la NBA, c'est aussi grâce à vous que maintenant le basket est aussi important en France. Et franchement, chapeau pour votre travail de long. C'est gentil. Je transmettrai les messages. Et en MLB aussi. Et bien sûr, sur tous les sports américains. Et voilà. Donc, on te retrouve quand, Fred, du coup, cette nuit, c'est ça? Cette nuit, 4h du matin pour Dallas Phoenix. Et avant ça, il y aura David et Chris qui seront sur Philadelphie, Miami, à partir de 1h ou 1h30. Très bien, nickel. Encore une belle nuit NBA sur les antennes de Beansport. Merci à toi, Fred. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Et à la prochaine, n'hésite pas. Merci, Merci beaucoup, Pas Fred. de souci, un grand plaisir. Allez, Bonne ciao. soirée. Hop, voilà. Bon, nickel. C'était un super moment avec Fred, là. On a encore quelques minutes, les gars. Est-ce que là, c'est vrai qu'on a balayé rapidement les séries parce qu'on était aussi un petit peu pris par le temps et on voulait avoir l'avis de Fred sur toutes ces confrontations et son œil à lui. Est-ce que vous, les gars, vous voulez revenir en particulier sur un point particulier d'une de ces 4 séries, peut-être, je sais pas, Étienne, Tim, je vous laisse la main. Le Boston-Milwaukee est quand même un des plus passionnants, comme on l'a dit, et on était encore dessus, là. Il y a tellement de choses à dire sur cette série, il se passe tellement de choses parce que, comme disait Fred, ça va jouer sur les joueurs annexes, mais voilà, sur les joueurs annexes. C'est des joueurs annexes, mais en dehors des 2 stars, on sait que... Très forts joueurs annexes. Oui, voilà, les très forts joueurs annexes, parce que oui, mais parce qu'on sait que les stars principales vont faire leur chiffre en moyenne, ça va être comme ça. Giannis plus Jrue Holiday, ça va faire 50 points en moyenne, et puis Tatum plus Brown, ça va faire 50 points en moyenne sur l'ensemble de la série. Et donc, voilà, donc ça va jouer évidemment sur les autres.
C'est vrai que quand tu as un Horford comme ça, on savait qu'il était bien, et depuis les playoffs, il était bien, mais si en plus il commence à donner offensivement autant que ça, il faut que Milwaukee trouve une solution. Alors, on a Portis qui a disparu un petit peu de la série, qui était très bien au début de la série aussi. Inversement, dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc, sur ces role-players-là, voilà. Après, c'est des genres de joueurs. Orford, j'ai un peu moins de doute sur le fait qu'il sera régulier, mais les joueurs comme Portis, les joueurs même comme Grant Williams sont un peu moins réguliers, par contre. Ils vont apporter un match, pas l'autre. Donc, ça va. C'est ce qui fait la décision, ce qui fait le charme aussi de ces matchs-là, quoi. Ouais, tiens, le petit message de Fizil, là, comme ça, moi, j'enchaînerai sur ma question, la meilleure série pour Fizil. Bah, du coup, toi, Tim, si tu devais n'en garder que une, laquelle tu garderais à l'heure actuelle? De série? Oui, de série, oui. Ah, moi, en plus, il y a une grosse team Philly ce soir sur le chat. Je suis obligé de prendre Philadelphie-Miami. Et puis, c'est pour faire plaisir à Étienne aussi, où on débat souvent sur le futur de la série. Non, je vais garder celle-là parce que déjà, je trouve ça très intéressant que Philly soit revenu à 2-2. Je pensais vraiment pas que ça allait être le cas pour le coup. Et je pense que pour avoir regardé quasiment tous les matchs de Philly cette saison, j'étais pas le seul. C'était même presque devenu un moment très compliqué de se motiver à rester debout la nuit pour regarder les matchs parce qu'on a peur en fait quand on regarde Philadelphie jouer avec Doc Rivers et tout. Donc moi je garderai celle-là. J'ai peut-être une question pour vous les gars, peut-être un petit prono chacun notre tour sur l'issue des matchs 5 des 4 séries rapidement, histoire de se mouiller un petit peu comme on l'a pas encore fait. Bah, du coup, tiens, les matchs cette nuit, donc le premier, c'est quoi? C'est Mon lequel? prono, il va être simple, c'est toutes les équipes à domicile. Ah bon, bah voilà, toi tu dis, ok. Memphis qui gagne le Game 5. Miami, Boston, Memphis va gagner le match 5, mais ça fera que 3-2 encore. Et Golden State finira chez lui après derrière. Et Phoenix va gagner le match 5 pour passer à 3-2. C'est ce que je verrai à peu près comme pas. Voilà, ça me paraît très logique. Les équipes à domicile. Non, ça s'entend. Je vois bien, toi, par Milwaukee-Boston, je vois bien le match en 7. Donc, chaque équipe qui gagne à la maison avant le 7, le 7 impronosticable, de toute façon. Donc, voilà, donc chacun gagne là, à la maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moins d'accord avec Étienne sur le Golden State Memphis. Je pense que les Warriors vont vouloir boucler l'affaire là le plus rapidement possible. Sixers, Heat, franchement. Moi, je partirais quand même sur Miami. Je pense qu'ils vont pas s'en prendre, ils vont pas perdre 3 fois de suite. Il va y avoir des réajustements. Le retour dans la salle, il va être important. Comment ils vont réussir à contenir Embiid? Si ça va être la clé. Mais je vois bien Miami. Ce soir. Ce sera peut-être un des paris dans Money Time pour ceux qui seront là à 22h. Hop. Et la dernière série, Dallas-Phoenix. Ouais, c'est compliqué aussi. Mais je vois pas les Suns pareil. Je vois pas en perdre 3 de suite quand même. Tu es finaliste NBA, ton objectif ultime, c'est de prendre c'est d'aller évidemment en finale, c'est l'objectif minimum, mais c'est de gagner. Hein. Tu peux pas en perdre 3 de suite contre Dallas, qui est très méritant, qui est tout ce qu'on veut, hein, on en a parlé. Mais quand même, tu es Phoenix, tu es premier de la saison régulière, tu as dominé outrageusement en termes de ratio victoire-défaite et même dans le ressenti général. Tu peux pas prendre le risque de jouer ta série à Dallas derrière. Donc non, voilà. Comme Étienne, mais peut-être un bémol sur le Warriors. Toi. Très bien. Je pense que pour rebondir, ça sera une faute professionnelle de Phoenix de perdre 3 matchs de suite contre Dallas. Clairement. C'est la solution, comme on l'a dit 10 fois dès le début, on l'a dit dans les premiers overviews après les premiers matchs, la solution c'est de pilonner Ayton. Fred l'a redit aussi. Enfin, franchement, elle est tellement évidente à tout le monde et pourquoi ils le font pas assez, quoi. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Se remettre dedans aussi. Vraiment, son mindset plus sérieux. Booker, il oublie qu'il n'a pas besoin de marquer 35 points. Il faut qu'il envoie la balle. Booker est capable d'envoyer la balle aussi. Quand il en monte des ballons, il est capable aussi d'envoyer. Il voit Chris Paul à l'envers, il monte le ballon. Et ben, au lieu d'essayer de faire le point, même s'il le met, il faut continuer de pilonner Ayton. Et c'est ça qui va apporter plus que les points de Booker qu'il va les mettre à chaque fois. Ça va leur apporter plus d'avoir pilonné dans la raquette. Hein.
Tiens, petite question science-fiction. Là. Alors moi, je déteste ça, mais bon. J'allais dire, celle-là de Nico, elle serait bien d'y répondre parce qu'elle est sympa. Ouais. Voilà, bah, on y arrive, on y arrive. Est-ce que le gagnant de Celtics Bucks sera favori face à Miami ou à Philadelphie? Donc Nico pense que oui. Et vous, messieurs? Bah, moi, je Honneur, pense à, que... honneur à celui qui est né un 10 mai. Honneur. Qui a connu la grande. Bon, bref. Moi, je pense que si les Bucks passent, ce sera les Bucks favoris. Si les Celtics passent, ce sera. Ça dépend contre qui. Si les Celtics passent, si c'est contre les Sixers, oui. Si c'est contre le Heat, non. Ok. Les premiers de conférence, ils ne peuvent pas être favoris contre les Bucks champions en titre, mais le Heat contre les Celtics, ils seraient favoris quand même. Même si ça se joue, elle ne serait pas de grand-chose. Hein. Il n'y a pas un grand écart et la finale sera passionnante de toute manière. Mais après, si les Sixers qui passent, ils vont être outsiders contre les Celtics ou contre les Bucks, ça c'est sûr. Mais le Heat serait favori contre Celtics et pas contre Bucks, pour moi. Ok. Monsieur Tim? Bah moi, je pense que ça dépend un peu du contexte des fins de série respectives. Je pense que si Miami là plie l'affaire et gagne 4-2, ils seront favoris. C'est vrai que contre les Bucks, c'est dur. Moi, je pense que je mets les Bucks favoris contre tout le monde. Parce que les Bucks reprennent Middleton. Hein. Ouais, les Bucks Non, sont mais pas Middleton, il devrait revenir. Tout à l'heure, tu parlais, Tim, il Si, surveillait se qualifie, ouais. S'il Parce se que dans la qualifie. série, c'est pas pour le moment, c'est vraiment pas sûr du tout qu'ils reviennent contre les Celtics. La série, c'est pas sûr, mais en finale, il serait sûr. C'est quasiment sûr qu'il serait là. En finale, ouais, il serait là. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, Mais, je sais pas trop. vas-y. Ça dépend. Si, franchement, moi, je serais très impressionné que les Sixers gagnent 4-2 la série. Gagner 4 matchs de suite contre Miami, je pense que ça leur augmenterait leur statut, mais je dois l'avouer, même moi, j'y crois pas trop. Donc, mais je pense que les Bucks sont favoris dans tous les cas. Et si c'est les Celtics, Favori contre les Sixers, pas contre le Heat. Moi, c'est ce que je vois. Pas de beaucoup, hein. je pense que je mettrais premier Milwaukee, deuxième Miami, troisième Boston et quatrième Philly en termes de hiérarchie de favoris pour le moment. Ok. Pour aller au-delà un peu de la question de Nicolas qui était intéressante en effet, on a quand même là sur ces demi-finales, on en parlait avec Fred, des batailles de tranchées, c'est la guerre vraiment, dans chaque série c'est la guerre. On va avoir des équipes, je sais pas les gars, mais ils vont arriver, ils vont être au bout du rouleau quand ils vont, et ils ont encore minimum 2 séries à gagner pour ceux qui vont être champions NBA. Donc, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, c'est pareil, ça va revenir au même. Moi, je me passionne plus pour les séries à l'Est, honnêtement, pour le moment. Après, peut-être, elles seront plutôt dans la nuit aussi, ça joue peut-être. Mais non, mais j'y regarde quand même les autres matchs. Hein, donc, mais je les trouve plus passionnantes encore à l'Est qu'à l'Ouest pour le moment. Mais c'est vrai qu'après, les batailles sont quand même très intenses à l'Ouest aussi. Et donc, ils seront tous dans le même état. Et puis, c'est une fin de saison de NBA et tu joues sur l'expérience, tu joues sur. Fred en a parlé un petit peu sur les Draymond Green. Voilà, ils remontent de niveau. C'est des mecs de playoff. Tu sens que il y a des équipes comme ça. Là, il y en a que 2 que je vois capables d'être remontés encore et de se connaître ce chemin-là. C'est les Bucks et c'est les Warriors. C'est les 2 seuls qui ressortent qui ont cette expérience de ces playoffs comme ça, intense jusqu'au bout. On verra ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont gagner, mais c'est les 2 seuls qui ont l'expérience. Après, on verra. Ouais. Tim, le mot là-dessus, après on clôturera tranquillement. Bah moi, je suis assez d'accord avec Étienne. Je pense vraiment que là, pour le moment, en tout cas, les grands gagnants pour moi de ces demi-finales en ce moment, c'est les Warriors. Je pense que je les vois vraiment de plus en plus s'affirmer comme étant des potentiels champions en fin de saison. Ils ont eu des saisons compliquées là avant celle-ci, où il y avait Klay Thompson qui était blessé, où il y avait Curry qui avait manqué pas mal de matchs. Il y avait eu des intégrations, Wiseman, D'Angelo Russell qui était passé. Les débuts de Wiggins, c'était compliqué. Là, ils ont vraiment un groupe fort auquel ils ont rajouté Jordan Poole. Alors, il faudra voir ce que ça donne encore sur la durée, parce que ça reste encore qu'un jeune joueur. Donc, on ne sait pas si, à l'image par exemple d'un Tyrese Maxey, on ne sait pas si ça peut durer sur tout un run de playoff. Mais là, les Warriors, pour moi, font très peur. S'ils gagnent en 4, là, enfin en 5 du coup, contre Memphis, c'est que ça traîne un peu à Phoenix, que ça traîne un peu à Milwaukee, que ça traîne un peu à Miami. Franchement, je pense que les Warriors, déjà par exemple, je ne sais pas vous, je vais vous poser la question, mais mettons que Golden State remporte le match 5 et se qualifie immédiatement, et que par exemple Phoenix gagne en 6 ou en 7, est-ce que vous voyez en favori de cette série alors que
Avant les playoffs, moi j'ai mis les Warriors en finale NBA. Je les avais déjà mis qui passeraient les Suns comme ça. Je l'avais déjà mis. Moi, je les voyais gros comme une maison revenir, être très forts. Ils se sont préparés. Ils se sont mis dans la glace depuis 3 mois tranquilles à se préparer pour ça. Je dis, ils vont être prêts. Ils vont être très chiants à jouer. Je les ai pas mis champions. J'ai mis les Bucks champions. Mais tu vois, moi dans mon bracket, ils sont en finale. Donc bien vu du coup, parce que c'est vrai qu'on était pas mal à. Enfin, même pas sous-coter les Warriors, mais peut-être avoir oublié ce qu'ils étaient capables de faire. Et je pense que là, ils montrent quand même que c'est quand même encore une énorme équipe qui peut être championne chaque année, en fait. Si tout le monde est là à 100%. Ouais, moi je rejoins ce que disait Étienne il y a 5 minutes. C'était vraiment sur le côté dans des séries comme ça très compliquées, très longues à l'expérience. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que Milwaukee et Golden State paraissent être les équipes les mieux armées par rapport à cette expérience et tout ça. Même si oui, alors Phoenix a été finaliste l'année dernière évidemment, mais je sais pas, je trouve que Milwaukee il y a quelque chose de différent. Ils ont été champions, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Mais les Warriors, ouais, on en avait parlé. Je sais avec toi Tim, on en avait parlé dans le premier tour contre Denver, le côté rampe de lancement quasi parfait, avec un Stephen Curry qui sortait du banc, il n'y a pas eu besoin de le faire rentrer parce que la série n'a pas non plus duré indéfiniment. L'apport d'un Jordan Poole, donc on va voir évidemment quand les échéances vont monter et on espère pour les Warriors qu'ils vont aller le plus loin possible. Mais ouais, moi Golden State, tu as l'impression qu'il y a une sorte de, pas de renaissance, mais ils avaient eu leur grande période. Après, il y avait eu 2 saisons beaucoup plus compliquées, pas mal de blessures également. Et là, tu as l'impression, c'est ça, comme tu dis, Tim, de retrouver un peu, et nous-mêmes d'être surpris, de dire, ah ouais, non, mais attends, mais en fait, c'est vrai que Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Steve Kerr, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Et ça a gagné quelques titres il y a quelques années, tu vois. Donc, ils n'ont pas Iguodala qui est cramé, mais ils ont trouvé un Wiggins plus jeune qui fait le même boulot en défensif. Il a une évolution défensive. On n'en pense pas énormément offensivement, mais défensivement, il est dur. Il est devenu très très bon défenseur. Alors qu'on voyait à Minnesota, il laissait passer tout le monde, c'était pas retrouvé. Oui, il est devenu dur, mais il est devenu intense en défense. Et moi, je félicite ce qu'ils ont fait avec lui parce que on n'en parle pas assez, parce qu'il tourne à 15-20 points. Mais ce n'est pas une question de points. Ce qu'il apporte défensivement depuis le début des playoffs, c'est impressionnant, moi, je trouve. C'est typiquement le joueur qui était dans une équipe complètement à la rue à l'époque, je dis bien à l'époque, avec cette équipe de Minnesota, et il est arrivé la bonne destination au bon moment pour lui, et parce que sinon, il aurait terminé, ça aurait été le Andrew Wiggins trop soft, qui ne servait entre guillemets à rien dans une équipe qui ne visait pas grand-chose. Là, je pense que c'était le fit parfait, ou quasi parfait. En tout cas, on verra pour la suite. Les gars, on est pas mal. On est quasiment 1 heure d'émission. Je pense qu'on a fait un joli tour de ces demi-finales-là. Un dernier mot, peut-être, les gars, à rajouter, ou on ferme boutique pour ce soir? Non, merci à Fred d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ah ouais, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde ce soir. L'apport de M. Schwecker a fait la différence, évidemment. Merci à tous les commentaires. On n'a pas tout diffusé, évidemment, mais on a tout lu, hein, les Fizil, les Blandine, les Nico et tous les autres qu'on vous a vus. On a vu les messages. Fred aussi les a vus, évidemment. Merci à toi, Étienne. Merci à toi, Tim. Merci à vous tous. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Step Back. Et en attendant, profitez et kiffez bien ces demi-finales de conférence qui se poursuivent. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.